J'ai posé mon registre sur la table, réalisant que mon fils vidait mes comptes dans mon dos. Benoît me souriait avec une fausse sollicitude, ignorant que je savais désormais tout de ses trahisons mensuelles. Ce soir-là, j'ai compris que mon silence était fini, et j'ai commencé à rétablir l'ordre. Je m'appelle Eliane Roche, 78 ans, une ancienne assistante juridique qui n'a jamais laissé une erreur de calcul passer inaperçue. Je vais vous raconter comment j'ai repris mon autonomie sans leur laisser la moindre chance de me manipuler davantage. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été trahi par ceux que vous aimiez le plus? Nous aimerions savoir d'où vous nous écoutez. Tout a commencé par une évidence glaciale, une de celles que l'on préfère ignorer pour ne pas voir son monde s'effondrer. Jusqu'à ce matin précis, je cultivais encore l'illusion que certains pans de ma vie resteraient à jamais inviolables. Ma pension, par exemple. Elle représentait 42 années de rigueur absolue, passées comme assistante juridique dans une étude de notaire réputée de Limoges. 4 décennies à jongler avec des horaires stricts, des dossiers complexes et des clients dont l'impatience n'avait d'égal que l'arrogance. J'ai classé des milliers de testaments, vérifié des successions jusqu'à ce que mes yeux brûlent sous la lumière des lampes de bureau. Je n'ai jamais cherché la fortune, mais je n'ai jamais connu le besoin. Ma vie était une équation équilibrée. Je savais au centime près ce que je possédais, ce que je pouvais m'autoriser et ce qu'il convenait de mettre en réserve pour les jours de brouillard. Pourtant, ce matin-là, dans ma cuisine, l'arithmétique de ma vie a soudainement cessé de faire sens. L'odeur âcre du café brûlé envahissait la pièce, mais je restais immobile devant mon relevé de compte. Le virement de la caisse de retraite était bien là, ponctuel, daté du 1er du mois. Mais quelques lignes plus bas, une anomalie a attiré mon regard. Un débit automatique, net, chirurgical, sans le moindre libellé explicatif. Une somme ronde, précise, d'une élégance presque insultante dans sa manière de s'évaporer. Ce n'était pas une erreur de saisie, c'était un mouvement régulier, méthodique, une ponction silencieuse qui s'était installée dans ma gestion sans que je m'en aperçoive. J'ai fermé les yeux, tentant de convoquer une explication rationnelle. Une nouvelle taxe foncière à Limoges? Un prélèvement exceptionnel lié à mon assurance? À mon âge, il est si facile de se persuader que l'on a simplement omis une information cruciale. C'est une forme de confort que de s'accuser soi-même plutôt que de soupçonner l'innommable. Dès l'ouverture, j'ai contacté le Crédit Agricole Centre-Ouest. La jeune femme au bout du fil, sans doute une certaine Madame Lefebvre au ton trop lisse pour être sincère, a vérifié mon dossier avec une neutralité désarmante. Elle m'a demandé de patienter quelques instants, le temps que le système charge les documents numérisés. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix n'avait pas changé d'une octave. Le prélèvement était parfaitement légal, en place depuis plusieurs mois, validé par un mandat en bonne et due forme, signé de ma main. Je lui ai dit que c'était impossible, que je n'aurais jamais autorisé une telle saignée dans mes économies. Elle n'a pas cherché à argumenter. Avec la froideur des gens qui ne font que lire des écrans, elle m'a rappelé la date, la référence du document et la procédure suivie. Tout était en règle. Cette phrase m'est tombée dessus comme une porte de coffre-fort qu'on referme sur vos doigts. J'ai raccroché sans un mot de politesse. Ma cuisine me paraissait soudainement oppressante, les murs semblaient s'être rapprochés. Je me suis assise à la table en chêne, celle que Pierre et moi avions achetée avec fierté après avoir remboursé le dernier centime de notre crédit immobilier. Pierre est mort il y a 9 ans. Depuis, j'ai appris à apprivoiser des silences de plomb, mais celui qui régnait aujourd'hui était différent. Il avait le goût métallique de la trahison, même si je refusais encore de poser ce mot sur la réalité. Le mandat. La signature. Les souvenirs ont commencé à remonter, comme une encre sympathique révélée par la chaleur de ma colère naissante. C'était un après-midi d'hiver, il y a presque 1 an. Benoît était passé me voir, inhabituellement prévenant. Il avait parlé de simplifier mon quotidien, d'alléger mes tracas administratifs sous prétexte de me soulager. J'étais épuisé ce jour-là, affaibli par une mauvaise grippe. Il avait étalé des formulaires devant moi, m'expliquant à demi-mot que c'était pour la sécurité de mes comptes. J'avais signé, confiante, presque reconnaissante de voir mon fils prendre les rênes. Je me suis levée, le corps lourd, pour aller chercher mon dossier en cuir bordeaux où je conservais les traces de ma vie administrative. Par habitude,
Par déformation professionnelle, tout y était parfaitement classé. En feuilletant les doubles, la vérité m'a frappé avec la force d'une gifle physique. Le problème ne venait pas d'une négligence extérieure. Le problème venait de mon silence, de ma propension à croire parce que c'était plus simple que de vérifier. L'horloge marquait 10 heures. Benoît devait être à son bureau, tandis que Béatrice, sa femme, était probablement chez eux, entourée de ce luxe qu'ils affichaient avec tant de complaisance. J'ai failli décrocher le téléphone, puis je me suis ravisée. Pour la première fois de ma vie, la peur n'avait aucune prise sur moi. À sa place, une clarté froide s'installait, une lucidité brutale qui me faisait presque mal physiquement. On ne m'avait pas seulement pris de l'argent, on avait commencé à grignoter ma dignité. Et je savais, avec une certitude absolue, que ce n'était que le prélude à quelque chose de plus vaste. Je n'ai appelé personne. J'ai commencé par remettre de l'ordre dans ma cuisine, essuyant chaque surface avec une précision maniaque, comme si l'organisation de mon espace pouvait stabiliser le chaos dans mon esprit. Benoît n'avait jamais été un enfant rebelle. Il était calme, sérieux, presque trop raisonnable. Après le décès de Pierre, il avait pris la fâcheuse habitude de parler à ma place, de conclure mes phrases, de répondre aux questions que l'on m'adressait directement. Au début, j'avais interprété cela comme de la protection. Je me félicitais de l'avoir élevé ainsi, responsable, attentif. Mais c'était devenu une norme étouffante. Je me souvenais parfaitement de Béatrice, ce jour-là, assise exactement là où je me trouvais, les yeux rivés sur son smartphone, levant parfois la tête pour m'adresser un sourire de porcelaine. Benoît utilisait des mots lisses, des termes de gestionnaire destinés à ne pas m'effrayer. Optimisation, sécurité financière, gestion déléguée. Je n'avais posé aucune question sur les montants ou les destinataires de ces virements. J'avais signé parce que c'était mon fils, et parce qu'au fond de moi, j'avais cette peur irrationnelle d'être perçue comme une vieille femme dépassée si je me montrais trop sourcilleuse. Aujourd'hui, chaque détail prenait une teinte sinistre. Les remarques condescendantes de Béatrice sur mes petites dépenses inutiles, ses sourires mielleux lorsque j'affirmais n'avoir besoin de rien, sa manière d'englober mes revenus dans leur patrimoine familial comme si mon existence n'était qu'une extension de leur budget. J'avais mis cela sur le compte de la maladresse. Quelle erreur! Je me suis installée dans le salon, face à la fenêtre qui donne sur la rue. Dehors, la vie à Limoges suivait son cours, indifférente à mon naufrage personnel. J'ai ouvert mon registre de compte Moleskine et j'ai commencé à consigner les dates et les sommes, mois après mois. Plus les colonnes se remplissaient, plus le schéma devenait limpide. Ce n'était ni une erreur ponctuelle, ni un besoin temporaire. C'était un système organisé, une structure pensée pour durer jusqu'à mon dernier souffle. Une colère sourde m'a envahi. Ce n'était pas une explosion, mais quelque chose de plus dense, de plus minéral. On avait décidé pour moi, sans me consulter, en pariant sur mon déclin ou sur ma soumission. Ils pensaient que je ne remarquerais rien, ou que si je voyais, je me tairais par honte ou par faiblesse. J'ai eu un sourire sans joie. Ils me connaissaient bien mal. J'ai rappelé la banque, mais cette fois-ci, ma voix était celle de l'assistante juridique que j'avais été pendant 40 ans. J'ai posé des questions précises sur les délais de révocation, sur les procurations et sur l'irréversibilité des actes. La conseillère a immédiatement changé d'attitude, percevant que l'interlocutrice n'était plus la grand-mère confuse de la matinée. Elle m'a confirmé que certaines décisions m'appartenaient toujours. Rien n'était encore gravé dans le marbre. Vers midi, j'ai préparé un repas frugal, mais mon esprit était déjà ailleurs. Une certitude s'imposait. Avant d'affronter Benoît ou Béatrice, je devais disposer de preuves inattaquables. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie vieille. Je me suis sentie lucide, et cette lucidité était un bouclier. J'ai attendu 2 jours avant de les solliciter. Je voulais que ma voix soit parfaitement stable. La colère mal maîtrisée est un aveu de faiblesse. Je voulais que mon calme les terrifie. Benoît a décroché au 3e essai, le ton pressé, celui qu'on adopte pour faire comprendre à l'autre qu'il dérange. Je lui ai dit calmement que nous devions nous voir, sans attendre. Il a hésité, puis a proposé de passer en fin de journée avec sa femme. Ils sont arrivés à 17h30. Béatrice est entrée en premier, son éternel sourire pragmatique vissé sur le visage, comme un masque avant d'entrer en scène.
Benoît suivait, balayant la pièce d'un regard évaluateur, comme s'il inspectait déjà son futur héritage. Je les ai fait asseoir à la table de la cuisine. J'ai servi le café avec des gestes mécaniques, presque rituels. Je savais exactement où je les emmenais. Après quelques banalités sur le voisinage et la météo, Béatrice a consulté sa montre avec impatience. Benoît a fini par cracher le morceau. « Maman, qu'est-ce qui est si urgent ?» J'ai alors posé le relevé bancaire sur la nappe, sans un mot. Je ne l'ai pas poussé vers eux, j'ai simplement attendu. Le silence qui s'est installé n'était pas celui de la surprise, mais celui d'une stratégie qui cherche ses marques. Ils ont échangé un regard rapide. C'est Béatrice qui a rompu le calme, d'une voix doucereuse, presque pédagogique, comme si elle s'adressait à une enfant. Elle a parlé de charge familiale, de gestion centralisée, et de tout ce qu'il faisait, pour mon bien. Elle affirmait que je n'avais aucune raison de m'inquiéter, que tout était sous contrôle. J'ai posé une seule question. Combien ? Benoît a soupiré bruyamment, comme si ma question était une marque d'ingratitude. Il a évoqué un montant raisonnable, une aide ponctuelle, pour équilibrer leur situation. Il s'est bien gardé de prononcer les mots « pension » ou « vol ». Il n'utilisait que des formules évasives, des mots vides de sens. Je veux que cela s'arrête, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Béatrice a perdu son sourire. Benoît s'est redressé sur sa chaise. Il m'a expliqué d'un ton sec que ce n'était pas si simple, que des engagements avaient été pris et que faire machine arrière maintenant serait catastrophique. Il a parlé de timing et de responsabilité, me traitant avec la condescendance que l'on réserve aux êtres diminués. Je lui ai rappelé avec force que ce compte était le mien, que cette retraite était le fruit de mon labeur. Il a simplement haussé les épaules. Benoît n'a pas réagi avec violence. C'était bien pire. Il a répondu avec une indifférence glaciale, une sorte de haussement d'épaule moral qui m'a glacé le sang. D'un ton monocorde, il a affirmé que, de toute façon, je n'avais pas réellement besoin de l'intégralité de cette somme. Selon sa logique, puisque je possédais la maison, que je vivais seul et que mes besoins étaient, à ses yeux, devenus minimes, cet argent était superflu pour moi. Béatrice a immédiatement enchaîné, adoptant ce ton faussement compatissant qui est sa marque de fabrique. Elle a murmuré qu'à mon âge, il était préférable de s'épargner les tracas de la gestion financière, que le stress était un poison pour mon cœur et qu'ils agissaient ainsi uniquement pour me protéger de moi-même. Je les ai observés l'un après l'autre, sous la lumière crue de la cuisine de Limoges. Pour la première fois, j'ai nommé ce que je voyais dans leurs yeux. Ce n'était pas une méchanceté spectaculaire, mais quelque chose de beaucoup plus banal et terrifiant, une certitude tranquille. Pour eux, je n'étais plus une mère, ni même une personne douée de volonté. J'étais devenue un élément secondaire, une ressource à gérer, une simple ligne comptable dans un tableau budgétaire qu'ils avaient dessiné sans moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai simplement répété, avec une fermeté qui a semblé les surprendre, que je voulais récupérer le contrôle de mes comptes et que ces prélèvements devaient cesser à l'instant même. Benoît a laissé échapper un petit rire nerveux, c'est comme un coup de trick. Il m'a dit que je dramatisais la situation, que j'étais fatigué et que je finirais par comprendre que ce n'était pas le moment de faire des histoires, pour des détails aussi futiles. À cet instant précis, quelque chose s'est verrouillé en moi. Definitivement. Le masque était tombé, et derrière la façade de la sollicitude filiale, j'ai vu le vide. J'ai compris qu'il ne m'écoutait pas, qu'il ne m'avait jamais écouté et qu'il n'en avait aucune intention. Pour lui, ma parole n'avait plus de valeur légale ou morale. Lorsqu'ils sont enfin repartis, Béatrice a déposé un baiser de Judas sur ma joue et Benoît m'a conseillé de bien me reposer, comme on parle à une enfant agitée. La porte s'est refermée, laissant la cuisine plongée dans un silence assourdissant. Je suis resté debout, immobile, les mains à plat sur la table en chêne, sentant le froid du bois remonter dans mes veines. Puis, avec une lenteur méthodique, j'ai rangé les tasses. Chaque geste était d'une précision apaisante. Il pensait que la discussion était close et que j'allais me résigner. Moi, je savais qu'elle ne faisait que commencer. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une nécessité de rétablir l'ordre. Le lendemain de cette confrontation, rien n'avait changé, et c'est précisément ce silence qui m'a le plus révolté.
Je m'attendais, malgré tout, à un appel de Benoît, à un message d'excuse ou à une tentative maladroite de médiation. Il n'y eut rien. Pas même une simple question pour savoir si j'avais passé une bonne nuit. C'était comme si notre échange de la veille avait été classé dans un tiroir étiqueté « Caprice de vieille dame », un dossier clos qu'il n'était plus nécessaire de consulter. Ce mutisme m'a d'abord paru menaçant, puis j'ai compris qu'il était la preuve ultime de leur mépris. Les jours suivants, j'ai maintenu les apparences. Je suis allé au marché le mercredi matin, comme je le faisais depuis des décennies. J'ai salué les mêmes commerçants, j'ai acheté mes légumes avec soin, et je suis rentré chez moi avec mon cabas qui pesait cruellement sur mon poignet gauche. À l'extérieur, Limoges continuait de respirer normalement. À l'intérieur de moi, en revanche, le monde avait basculé. Chaque objet dans ma maison me semblait désormais observé, évalué, comme si j'étais une intruse dans mon propre foyer. Le 3e jour, Béatrice a débarqué à l'improviste. Pas d'appel, pas de sommation. Elle a sonné, le sourire de façade prêt à l'emploi, son sac à main de marque bien en évidence. Elle est entrée comme si elle venait prendre le thé, mais ses yeux trahissaient une inspection minutieuse. J'ai remarqué qu'elle balayait les pièces exactement comme Benoît. Elle n'occupait pas l'espace, elle l'inventoriait. Elle a commencé par une logorée sur les difficultés de l'époque, le prix de l'électricité qui s'envolait, le coût des courses alimentaires qui devenait insupportable, les réparations coûteuses sur leur voiture allemande. Elle ne mentionnait jamais l'argent de ma pension directement, mais chaque phrase, chaque soupir, y menait inévitablement. Elle parlait vite, saturant l'espace sonore pour m'empêcher d'intervenir, comme si le simple fait de m'étourdir de paroles suffirait à me faire oublier ma décision. Lorsque j'ai profité d'une respiration pour évoquer calmement ma demande de la veille, son visage s'est pétrifié. La douceur mielleuse a laissé place à une rigidité cadavérique. Elle m'a dit que Benoît était extrêmement stressé, en ce moment, que mes revendications le perturbaient dans son travail et que je devais faire attention à ce que je disais. Ce n'était plus une recommandation, c'était un avertissement à peine voilé. Elle a ajouté, d'un ton monocorde, que j'avais toujours été une femme raisonnable, et qu'il serait tragique de créer des tensions inutiles au sein de la famille à mon âge. Elle a posé sa main sur la mienne, un geste qui se voulait affectueux mais que j'ai ressenti comme une tentative de contention. J'ai retiré ma main doucement. J'ai rappelé que mes finances étaient privées, que je n'avais jamais consenti à une spoliation permanente et que je souhaitais simplement reprendre la gestion de mon patrimoine. Béatrice a poussé un long soupir, puis elle a lâché une phrase qui m'a glacé le cœur. « Eliane, n'oublie pas que tu as signé. Légalement, tout est verrouillé. Revenir en arrière serait un processus long, épuisant et très coûteux pour toi. » Elle a énuméré les démarches, les rendez-vous chez les experts, la paperasse, comme si elle lisait mon arrêt de mort administrative. Elle pariait sur mon épuisement, sur ma peur du conflit et sur cette fatigue sourde que la société aime coller sur le dos des aînés. Après son départ, je suis restée assise dans le salon, sans bouger, tandis que le crépuscule envahissait la pièce. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais cédé par confort, pour acheter la paix, pour éviter une scène. Ce n'étaient que de petites concessions, des renoncements minuscules, mais mis bout à bout, ils avaient construit la prison dans laquelle ils m'enfermaient aujourd'hui. Le soir même, Benoît a appelé. Son ton était sec, dépourvu de toute chaleur filiale. Il m'a reproché d'avoir malmené Béatrice, de compliquer inutilement des choses simples. Il m'a accusé d'être injuste, égoïste, de ne penser qu'à mon petit confort personnel alors qu'il se sacrifiait pour la famille. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Puis, pour la première fois, j'ai prononcé ces mots. Je me sens utilisé, Benoît. Hilari. Unbrire de gouri. Mokeur. Il m'a répondu que je me faisais des idées de vieille dame, que tout le monde faisait des efforts et que c'était l'ordre naturel des choses dans une famille soudée. Lorsque la communication a été rompue, j'ai posé mon téléphone sur la table. C'était devenu un objet étranger, un instrument de torture psychologique. Une pensée cristalline s'est alors imposée, ils ne changeraient pas. Ils ne lâcheraient jamais leur proie de leur plein gré. Cette nuit-là, j'ai ressorti mon registre Moleskine. J'ai créé une nouvelle colonne, date, montant, réaction. Ce n'était plus un simple carnet de comptes, c'était le journal de bord de ma libération. Ils croyaient que j'allais me taire.
Ils ignoraient que je venais de reprendre mon poste d'assistante juridique, et que mon dossier contre eux était en train de s'étoffer. Le véritable basculement a eu lieu le samedi suivant, de manière presque banale. Benoît m'avait demandé de venir chez eux pour garder leur fille pendant quelques heures. Ils avaient un rendez-vous crucial, disait-il. J'ai accepté. Je voulais voir. Je voulais observer de mes propres yeux comment ma pension se matérialisait dans leur quotidien. Leur appartement était un temple de la modernité, lumineux, épuré, d'un rangement presque maniaque, sans aucune trace de la vie désordonnée qu'une enfant devrait y laisser. Tout y était calculé pour impressionner. Béatrice m'a accueilli avec son sourire de façade, m'a indiqué où se trouvait le goûter, puis m'a demandé avec une désinvolture insultante si je pouvais plier un peu de linge, pendant ma présence. Comme si j'étais la domestique gratuite de leur confort. Je suis restée avec mes petites filles en silence. En cherchant un gilet dans une armoire, je suis tombée sur des boîtes empilées, des vêtements de marque de luxe, des sacs encore dans leur housse de protection, des chaussures alignées comme des trophées de guerre. Ce n'était pas de la jalousie que je ressentais, mais une froide colère analytique. Dans la cuisine, sur le plan de travail en granit, un courrier traînait. C'était une facture de chez Darty Prestige. Un robot expresso de la marque Jura. Le prix affiché dépassait ce que je dépensais pour me nourrir pendant 2 mois entiers. Personne n'avait jugé nécessaire de cacher cette preuve de leur indécence. Quand Benoît est repassé devant moi pour ajuster sa cravate, je lui ai demandé d'un ton neutre comment allaient leurs finances. Sans même me regarder, il a répondu que c'était « tendu », avant d'ajouter machinalement que sans l'aide familiale, il ne s'en sortirait pas, aide familiale. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une insulte. Béatrice est apparue dans l'encadrement de la porte, concluant avec un aplomb terrifiant. Tu as de la chance, Eliane, de pouvoir encore participer à notre équilibre. Beaucoup de parents âgés n'ont plus cette utilité. Le mot « utilité » est resté suspendu dans l'air, lourd et visqueux. J'ai simplement hoché la tête. À cet instant précis, le dernier lien affectif s'est rompu. Je n'étais plus une mère, j'étais une fonction. Une ressource exploitable. En rentrant chez moi, j'ai trouvé mon nouveau relevé bancaire dans la boîte aux lettres. Le prélèvement automatique était passé, comme prévu, sans la moindre hésitation. Je me suis assise très droite à mon bureau. J'ai posé le relevé à côté de mon registre Moleskine. Je ne ressentais plus de tristesse, ni même de colère. Juste une certitude polaire. Il m'avait rangé dans la catégorie des objets que l'on gère. Ils allaient découvrir que l'objet en question avait encore une volonté de faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que j'étais bouleversée, mais parce que mon esprit de juriste travaillait avec une précision millimétrée. Chaque parole, chaque regard, chaque facture de luxe trouvait sa place dans mon plan. Ils avaient franchi la ligne rouge. Et moi, je venais de comprendre que la négociation était une perte de temps. Le déclic définitif s'est produit dans le silence du dimanche matin, ce silence qui suit les évidences trop longtemps refoulées. Je me suis réveillée avant l'aube. La maison était plongée dans une pénombre grise. Je suis restée allongée, écoutant le tic-tac régulier de l'horloge. Chaque seconde marquait la fin de ma soumission. Je n'étais plus dans l'attente, j'étais dans l'action. Je me suis levée sans allumer la radio, sans ouvrir les volets. J'ai préparé mon café lentement, sans trembler. Je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Le poids qui m'oppressait avait enfin un nom. Je n'étais pas une mère difficile, je n'étais pas une femme ingrate. J'étais une femme dépossédée de ses droits. Et j'allais les reprendre. Ce qu'il m'avait dérobé ne se résumait pas à une simple somme mensuelle, aussi ronde soit-elle. Il m'avait volé le droit souverain de décider, la liberté fondamentale de dire non, et la dignité de rester une adulte jusqu'à mon dernier souffle. Ce droit, je ne l'avais jamais cédé consciemment. On me l'avait soustrait par la ruse et le mépris. Je suis allé chercher une vieille boîte en fer blanc, dissimulée au fond d'un placard, sous des piles de linge dont je n'avais plus l'usage. À l'intérieur, je conservais des documents que je n'ouvrais presque jamais, des reliques d'un autre temps. Mon livret de famille, l'acte de décès de Pierre, des contrats d'assurance obsolètes. En les effleurant, j'ai ressenti une amertume nouvelle, un poison lent qui parcourait mes veines. J'avais passé ma vie entière à Limoges à respecter scrupuleusement les règles, à accorder ma confiance sans réserve, à fuir les conflits comme on fuit une épidémie.
Et c'était précisément cette droiture qui m'avait mené à ce naufrage. Je me suis assise à la table de la cuisine, mon registre Moleskine ouvert devant moi. J'ai relu chaque note, chaque date, chaque montant débité illégalement. J'ai revu les phrases mielleuses de Benoît et les silences calculateurs de Béatrice. Ce n'était plus une accumulation confuse de griefs personnels. C'était un schéma clinique, répétitif, froidement calculé. À cet instant précis, j'ai cessé d'attendre un miracle ou un signe de remords de leur part. Ils n'allaient jamais reconnaître leur faute, tout simplement parce qu'ils ne la considéraient pas comme telle. Dans leur esprit, leur logique était inattaquable. J'avais un surplus d'argent, ils avaient des besoins de luxe. Le transfert leur semblait naturel, organique. Mon avis n'était plus une variable de l'équation familiale. En comprenant cela, j'ai ressenti un soulagement inattendu, presque vertigineux. Plus besoin de négocier. Plus besoin de justifier mon existence. Plus besoin d'attendre qu'ils me comprennent ou m'estiment. La situation était enfin dépouillée de son vernis affectif, et cette clarté me rendait plus redoutable que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai pris mon téléphone, je l'ai observé quelques secondes, puis je l'ai reposé avec une lenteur étudiée. Pas encore. Pas de confrontation stérile, pas de justifications inutiles. Ils avaient assez parlé pour révéler leur véritable nature. Désormais, le temps de la parole était révolu, celui de l'ordre commençait. Dans l'après-midi, je suis sorti marcher dans les rues de Limoges. L'air était froid, sec, d'une morsure presque agréable. Les passants me croisaient sans me voir, ombre anonyme parmi tant d'autres. Pourtant, je marchais différemment. Mon dos était plus droit, mon regard plus acéré. Chaque pas sur le pavé était une affirmation silencieuse de ma volonté. Je n'avais plus l'intention de solliciter leur permission pour quoi que ce soit. Ma décision était prise, gravée dans la glace. Si je voulais reprendre ce qui m'appartenait, je devais agir avec la précision d'un horloger, sans leur laisser le moindre temps de réaction. Sans bruit. Sans émotion. Sans avertissement préalable. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai noté une dernière phrase dans mon registre Moleskine, une ligne simple, dépourvue de rancune. Ils pensent que je suis trop fatigué pour agir. Ils font erreur. J'ai refermé le carnet et, pour la première fois depuis des mois, un sourire authentique a effleuré mes lèvres. Le lundi matin, je suis sorti de chez moi bien avant l'heure habituelle de mes courses. J'avais revêtu mon manteau sombre, celui que je réservais autrefois aux signatures importantes à l'étude de notaire. Mon registre était soigneusement rangé dans mon sac, aux côtés de mon dossier en cuir bordeaux. Il n'y avait plus de place pour l'improvisation ou le doute. J'étais devant la porte du Crédit Agricole Centre-Ouest à 8h45, bien avant l'ouverture. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, impersonnelle, rassurante de neutralité. Les clients faisaient la queue mécaniquement, les yeux fixés sur le vide. Personne ne soupçonnait la portée de ma démarche, et ce secret était ma meilleure arme. J'ai expliqué à l'agent d'accueil, avec un calme olympien, que je souhaitais m'entretenir avec un conseiller pour une modification structurelle de mes comptes. Rien de plus. Pas un mot qui puisse trahir l'urgence ou la détresse. Madame Lefebvre m'a reçu dans son bureau vitré. Elle devait avoir la trentaine, le regard vif derrière ses lunettes de marque. Elle m'a appelé par mon nom avec ce sourire standardisé qu'on offre aux clients de longue date. Je lui ai rendu un sourire tout aussi neutre. J'ai sorti mes papiers avec une lenteur méthodique. Ma carte d'identité, mes derniers relevés, le mandat que Benoît m'avait fait signer par ruse. Je n'ai pas prononcé le mot « trahison ». Je n'ai pas parlé de ma famille. J'ai banni l'émotion de mon discours. J'ai posé des questions précises sur mes droits de révocation, sur les délais techniques de transfert et sur la protection de mes nouvelles données. Plus elle répondait, plus la réalité se simplifiait. Malgré les certitudes arrogantes de Benoît et Béatrice, je n'avais pas été effacé des registres de la société. Je n'étais pas devenu invisible aux yeux de la loi. J'existais toujours légalement, avec toute ma tête et toute ma signature. Tant que j'étais lucide, tant que ma main ne tremblait pas pour signer, ma volonté restait la seule autorité sur cet argent. Madame Lefebvre a fini par me confirmer que la procédure était simple. Ouvrir un nouveau compte, y domicilier immédiatement ma pension de retraite, et révoquer tous les mandats de prélèvement sur l'ancien compte. Le nouveau compte serait totalement étanche. Les prélèvements automatiques de Benoît et Béatrice ne suivraient pas,
à moins que je ne les autorise expressément. Ce que je n'avais aucune intention de faire. Je lui ai demandé le délai d'activation. Quelques jours, une semaine tout au plus pour que tout soit effectif, a-t-elle répondu. Je l'ai remerciée avec une courtoisie glaciale. Non pas par reconnaissance, mais par respect pour le système qui, pour une fois, jouait en ma faveur. En sortant de la banque, le froid de Limoges m'a saisi aux poumons, mais je me sentais étrangement légère, comme libérée d'un poids physique. L'après-midi même, je me suis rendue chez un autre notaire, Maître Dumont. Un homme d'un certain âge, aux gestes mesurés, dont l'étude se situait à l'opposé de celle où j'avais travaillé. Il m'a écouté sans m'interrompre, les mains jointes sur son bureau en acajou. Je n'ai pas fait de mélodrame. J'ai exposé les faits, les documents, les montants exacts et les signatures obtenues sous la contrainte morale. Il a hoché la tête lentement, plusieurs fois. Vous savez, Eliane, vous n'êtes malheureusement pas un cas isolé, m'a-t-il confié d'une voix grave. Ces abus prennent rarement la forme d'une violence brutale. Ils s'installent par de petites concessions, des renoncements que l'on croit anodins au début. Il m'a confirmé que rien, absolument rien, ne m'interdisait de reprendre la main sur ma destinée financière. Prévenir ma famille n'était en aucun cas une obligation, ni légale, ni morale, compte tenu des circonstances. Cette phrase a résonné longuement dans le silence de son bureau. En rentrant chez moi, j'ai pris le temps de relire chaque document, chaque clause, chaque ligne de petits caractères. Je voulais savoir exactement où je posais les pieds. Je n'agissais pas pour me défendre, j'agissais pour régner à nouveau sur ma propre vie. Le soir, Benoît a appelé. Sa voix était faussement légère, empreinte de cette sollicitude artificielle qui me donnait désormais la nausée. Il voulait savoir si tout allait bien. J'ai répondu par l'affirmative, ajoutant que j'étais simplement un peu occupée par le rangement de mes dossiers. Il n'a rien soupçonné. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, j'étais une variable figée, une source de revenus acquise. Il croyait que je finirais par céder à l'usure, comme je l'avais fait par le passé. En raccrochant, j'ai consigné une nouvelle ligne dans mon registre. Ne rien dire. Ne rien expliquer. Aguirre. Ce n'était plus une question de courage, c'était une question de timing. Le basculement définitif s'est opéré un mardi. Sans tension apparente, sans drame. Un jour ordinaire, exactement comme je l'avais planifié. Je me suis levée à l'aube, j'ai ouvert mes volets sur la rue silencieuse, j'ai préparé mon café et j'ai nourri le chat de la voisine qui s'invitait souvent sur mon rebord de fenêtre. Aucun de mes gestes ne trahissait ma résolution. La normalité était mon camouflage le plus efficace. À 9h30, je suis retournée au Crédit Agricole. Madame Lefebvre m'a reconnue immédiatement. Elle m'a fait signe d'entrer dans son bureau. J'ai posé mon sac sur mes genoux, j'ai sorti les formulaires déjà remplis et j'ai vérifié mes signatures une dernière fois. Je n'avais rien laissé au hasard. Je refusais de dépendre de la moindre approximation. Elle m'a réexpliqué les étapes, l'ouverture du nouveau compte, le transfert de la pension, et le maintien de l'ancien compte actif, mais vide. Les prélèvements automatiques continueraient d'exister techniquement, mais ils ne trouveraient plus aucune matière à saisir. Un robinet ouvert sur un tuyau vide. Lorsqu'elle m'a demandé, par pure forme, si je souhaitais que la banque informe les bénéficiaires de ces prélèvements, j'ai répondu « non », d'une voix douce, presque soyeuse. Elle a levé les yeux vers moi, aperçu la détermination dans mon regard, puis a hoché la tête avant de poursuivre la saisie informatique. À ce moment-là, j'ai ressenti une sensation indescriptible. Ce n'était pas du triomphe, ni de la peur. C'était la sensation de reprendre possession d'un objet précieux que l'on croyait perdu à jamais, alors qu'il était resté à portée de main tout ce temps. Ma pension serait versée sur ce nouveau compte dès le mois suivant. Pour le reste, il suffisait d'attendre. Laisser le système se dérégler pour ceux qui pensaient le contrôler à ma place. En quittant la banque, j'ai dévié de mon itinéraire habituel. J'ai marché lentement, observant les vitrines, les façades haussmanniennes de Limoges, les détails de la ville que je n'avais plus pris le temps de regarder depuis la mort de Pierre. Je me sentais présente, entière. L'après-midi, j'ai procédé au classement final de mes papiers. J'ai séparé ce qui relevait du passé de ce qui constituait mon avenir. Tout était propre, net, irréversible. J'ai pris le temps de détruire les copies inutiles à la déchiqueteuse,
non par crainte, mais par souci de clarté. Benoît ne m'a pas appelé ce jour-là. Béatrice non plus. Leur silence ne faisait que confirmer leur arrogance. Ils ne vérifiaient rien, ils prenaient, ils supposaient. Le soir, j'ai dîné seul, comme à l'accoutumée. Mais chaque bouchée avait un goût plus intense. Chaque son dans la maison semblait plus cristallin. Je n'étais plus dans l'attente d'un appel ou d'un accord de leur part. J'avais pris une avance définitive. Avant de m'endormir, j'ai ouvert mon registre Moleskine une dernière fois. J'ai relu les pages de doute, les humiliations subies, les phrases condescendantes qui m'avaient blessé. Puis j'ai écrit avec une écriture ferme. Le compte est changé. Ils ne le savent pas encore. Je me suis arrêté là. Pas de point d'exclamation. Pas de commentaires superflus. La phrase se suffisait à elle-même. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, sans ce nœud à l'estomac qui m'accompagnait depuis un an. Mon corps avait compris avant mon esprit que l'ordre avait été rétabli. Je savais que la suite ne serait pas silencieuse, mais désormais, le silence jouait pour moi. Les premiers jours passèrent sans la moindre secousse. Aucun appel, aucune visite. Le monde ne s'était pas effondré, il attendait simplement la date fatidique. La maison restait d'un calme imperturbable. Les matinées se suivaient avec une régularité presque liturgique. Et le marché de Limoges se tenait toujours à la même place chaque mercredi. Je continuais à mener ma vie de façon sobre et ordonnée, alors que, quelque part dans les rouages invisibles du système bancaire, un mécanisme irréversible s'était mis en branle. Le prélèvement automatique devait tomber le 5 du mois. Je le savais avec une précision de métronome. Benoît et Béatrice le savaient aussi, sans aucun doute. Ce genre de date finit par s'imprimer dans la physiologie même des prédateurs, comme une habitude qu'on ne remet plus jamais en question. J'ai consulté le calendrier sans éprouver d'émotion particulière. Aucune impatience fébrile, aucune angoisse résiduelle, juste une attente lucide, celle d'un stratège observant le résultat d'une manœuvre calculée. Le 5 est arrivé. Et rien ne s'est produit. Je l'ai su avant même de vérifier. Il flottait dans l'air de ma cuisine une légèreté nouvelle, presque imperceptible, mais d'une réalité physique écrasante. Vers la fin de la matinée, je me suis tout de même connecté à mon compte au Crédit Agricole Centre-Ouest. La pension était là, intacte, pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait aucune ligne en dessous, aucun débit chirurgical, aucune ponction automatique. Rien à justifier, rien à corriger, rien à déplorer. Je me suis assise à ma table habituelle et j'ai laissé couler les minutes. Je ne cherchais pas à savourer une victoire, ce sentiment aurait été trop vulgaire. J'observais simplement ce que je ressentais, une forme de paix monumentale, comme si une pression atmosphérique constante venait soudain de s'évaporer. La journée s'est écoulée dans un silence studieux. J'ai préparé mon déjeuner, lu quelques pages d'un dossier juridique, et rangé les placards que je délaissais depuis des semaines. Chaque geste, même le plus insignifiant, était accompli avec une attention renouvelée. Chaque décision, aussi minuscule soit-elle, me semblait plus nette, plus tranchante. Le lendemain, le silence de Benoît s'est prolongé. Ce n'est que le surlendemain que mon téléphone a rompu le calme. C'était mon fils. Sa voix était différente, méconnaissable. Elle n'était pas encore agressive, mais elle était chargée d'une électricité statique inquiétante. Il a débuté la conversation par des banalités d'usage, des questions de pure forme sur ma santé, comme s'il cherchait à vérifier que mon cerveau fonctionnait toujours normalement. Puis, il a marqué une pause. Une pause beaucoup trop longue pour être fortuite. D'un ton qu'il voulait détacher, presque désinvolte, il m'a demandé si tout allait bien de mon côté sur le plan administratif. Je lui ai répondu par l'affirmative, avec une brièveté de notaire. Il a marqué une nouvelle hésitation, puis a fini par évoquer un souci technique, un léger contretemps bancaire sur leur propre compte. Il a parlé de retard de traitement, d'une erreur informatique possible. Enfin, il m'a demandé si je n'avais rien remarqué d'inhabituel sur mes propres relevés. Je n'ai pas menti. Je lui ai dit avec une courtoisie glaciale que j'avais bien perçu l'intégralité de ma pension, comme prévu. Un silence pesant s'est installé, plus lourd que toutes nos précédentes disputes. Benoît a repris la parole, son débit s'accélérant sous l'effet de la nervosité. Il a fini par cracher le morceau. Le virement automatique vers leur compte ne s'était pas effectué. Je lui ai simplement répondu que,
De mon côté, je n'avais rien modifié qui puisse concerner leur propre gestion. Pas un mot de trop, pas un adjectif inutile. Il a soufflé, visiblement agacé par ma neutralité. Il a affirmé qu'il allait vérifier auprès de son agence, persuadé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement temporaire de la plateforme. Cependant, sa voix trahissait une tension qu'il peinait à dissimuler derrière son masque de sérieux. Avant de raccrocher, il a ajouté, presque machinalement, que certaines de leurs charges fixes dépendaient de cette rentrée d'argent et que ce genre d'imprévu risquait de mettre des gens en difficulté. Je lui ai souhaité une excellente journée. Une fois l'appel terminé, je suis resté un moment immobile, le téléphone posé sur le lin de la nappe. Je n'éprouvais aucun remords, aucune culpabilité. C'était la confirmation que j'attendais. Il ne s'était pas inquiété pour moi, il vérifiait simplement si la source ne s'était pas tarie. Dans le courant de l'après-midi, Béatrice a pris le relais. Elle m'a envoyé un message court, sec, dépourvu de toute forme de politesse. Elle y parlait d'un problème sérieux, d'une situation d'urgence absolue. Elle exigeait que je la rappelle dans les plus brefs délais. Je n'ai pas obtempéré immédiatement. J'ai relu ce message plusieurs fois dans mon salon, analysant chaque terme. Chaque mot était pesé pour provoquer chez moi une réaction viscérale. Urgence, sérieux, problème. Rien ne concernait mon bien-être. Seule comptait la réparation de la machine financière que j'avais débranchée. J'ai fini par lui répondre, avec une froideur calculée, que je n'étais pas disponible pour une conversation téléphonique dans l'immédiat. La réplique a été instantanée. Elle m'a demandé, avec une brutalité sans fard, si j'avais entrepris quelque chose, sans les prévenir. La question était une accusation directe, comme si le simple fait d'agir sur mes propres biens sans leur aval constituait une faute morale majeure. Je n'ai pas daigné répondre. Le soir est tombé sur Limoges avec une lenteur solennelle. J'ai fermé mes volets, allumé une lampe, et préparé mon dîner. À quelques kilomètres de là, je savais que le chaos s'installait. Les chiffres ne concordaient plus. Leur certitude de prédateur vacillait. Avant de gagner ma chambre, j'ai ouvert mon registre Moleskine. J'ai noté la date, l'heure du premier appel, le contenu exact du message de Béatrice. Par méthode, pas par rancune. Il venait de comprendre que l'ordre avait changé, mais il n'avait pas encore pris la mesure de l'irréversibilité de ma décision. Le lendemain matin, le téléphone a hurlé dès 7h30. Ce n'était pas un appel prudent, c'était une sonnerie insistante, répétitive, un véritable siège acoustique destiné à briser ma résistance. C'était Béatrice. Je n'ai pas décroché tout de suite. Je suis resté assise sur le rebord de mon lit, écoutant le silence entre deux sonneries. Lorsque j'ai fini par répondre, je l'ai fait sans aucune hâte, ma voix étant encore marquée par le calme du sommeil. Elle n'a pas pris la peine de s'enquérir de ma santé. Elle a immédiatement hurlé qu'ils étaient face à une crise majeure, que leur compte n'avait pas été alimenté et qu'un prélèvement, essentiel, venait d'être rejeté par leur banque. Elle parlait avec une vélocité frénétique, comme si chaque seconde de silence aggravait leur naufrage. Je l'ai laissé s'épuiser. Elle a énuméré leurs loyers, leurs assurances, une échéance de crédit qu'ils ne pouvaient différer. Puis, sans aucune transition, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Pas si j'avais fait quelque chose, mais bien ce que j'avais fait. J'ai pris une décision ferme concernant mes finances personnelles, ai-je répondu. Rien de plus. Le silence qui a suivi à l'autre bout du fil a été bref, mais d'une densité électrique. Puis, sa voix est revenue, plus dure, plus tranchante. Elle m'a rappelé avec agressivité que ce genre de changement brutal avait des conséquences désastreuses, que la moindre des politesses aurait été de les avertir, et que mon comportement n'était pas correct. Correct. Un mot qu'elle utilisait souvent pour masquer son propre manque d'éthique. Je lui ai dit, avec une sérénité qui semblait l'exaspérer, que je n'avais enfreint aucune règle de droit, que je n'avais spolié personne et que j'avais simplement récupéré l'usage de ce qui m'appartenait en propre. Elle a laissé échapper un rire sec, nerveux, presque hystérique. Elle m'a accusé de les mettre en difficulté, de façon préméditée, de les prendre en otage. Elle a invoqué la famille, la solidarité intergénérationnelle, la loyauté, des concepts nobles qu'elle utilisait comme des projectiles. Je lui ai alors posé une question simple. Béatrice,
Quand avez-vous sollicité mon avis pour la dernière fois avant de disposer de mon argent? Elle n'a pas répondu. Elle a alors changé de tactique, misant sur l'affectif. Elle a parlé de Benoît, de son stress professionnel, de son épuisement nerveux, suggérant que ma décision était un coup de poignard dans le dos de mon propre fils. Elle insinuait que mon comportement était la cause de son mal-être. Lorsque l'appel a pris fin, j'ai posé le téléphone avec une main de fer. Mon cœur battait plus vite, mais ce n'était pas sous l'effet de la peur. C'était l'adrénaline lucide de celle qui affronte enfin l'adversaire à visage découvert. À peine 1 heure plus tard, Benoît m'appelait à son tour. Sa voix n'avait plus rien de la douceur artificielle des jours précédents. Il était ivre de colère, une rage mêlée d'une incrédulité totale. Il m'a demandé comment j'avais pu agir ainsi dans leur dos. Il affirmait que mon procédé n'était ni honnête, ni normal. Je lui ai froidement rappelé que je lui avais demandé, de vive voix, de cesser ses prélèvements, et qu'il m'avait ri au nez en prétendant que ce n'était pas le moment. Il a tenté de nier, puis de minimiser ses propos, avant de passer à l'attaque frontale. Il m'a accusé de chercher à me venger, de vouloir les punir. Il a crié que je savais pertinemment qu'il comptait sur cette somme et que j'avais créé un déséquilibre financier volontaire. Le déséquilibre existait déjà, Benoît, ai-je rétorqué. Il reposait simplement sur mes épaules, et j'ai décidé de redresser la barre. C'est une question d'ordre. Il a encore élevé la voix, parlant de ses sacrifices, de leur vie complexe de parents actifs. Il m'a demandé si je mesurais les conséquences de mon acte. Je lui ai alors posé une seule question, la seule qui importait. Et toi, Benoît, t'es-tu déjà demandé quelles étaient les conséquences de ton silence pour moi? Il est resté muet. Puis, il a repris ses arguments éigistes. Je vivais seul, j'avais largement de quoi subsister dans ma maison, je ne risquais rien alors que jouait leur avenir. Ces mots ne faisaient que confirmer la justesse de ma position. J'ai conclu en disant que je ne tolérerais plus aucune discussion financière par téléphone, que mes comptes ne se négociaient pas sous la menace, et que s'il souhaitait un dialogue constructif, il devrait changer de ton. Il a raccroché brutalement. Le reste de la journée a été un pilonnage systématique de messages. Béatrice et Benoît alternaient les reproches, les appels à ma prétendue raison et les tentatives de culpabilisation les plus viles. Aucun de ces messages ne contenait l'ombre d'une excuse. Aucun ne reconnaissait le vol initial. Je n'ai répondu à aucun. En fin d'après-midi, je me suis installé près de la fenêtre du salon. Le soleil déclinait doucement sur les toits de Limoges. Je me sentais fatigué, certes, mais pas affaibli. C'était la fatigue saine de celle qui a tenu son rang. Ils avaient compris que le flux financier était tari. Ils venaient surtout de réaliser qu'ils avaient perdu tout ascendant psychologique sur moi. Et je savais que leur prochaine manœuvre serait dépourvue de toute élégance. La pression ne s'est pas relâchée. Elle s'est installée comme une humidité sourde, insidieuse, une de ces infiltrations qui pénètrent les murs sans bruit pour finir par tout corrompre. Le 2e jour après cette salve d'appel, Béatrice a surgi chez moi sans prévenir. J'ai vu sa voiture se garer brusquement devant la maison. Elle est restée quelques minutes à l'intérieur, les yeux fixés sur son téléphone, probablement en train de peaufiner son attaque, avant de sortir. Elle affichait ce pas décidé, cette posture de conquérante qu'elle adopte dès qu'elle est persuadée de son bon droit. Je n'ai pas ouvert la porte immédiatement. Non par jeu, mais par principe de souveraineté. Lorsqu'elle a enfin pénétré dans mon entrée, elle n'a pas attendu d'invitation pour s'exprimer. Elle a commencé par affirmer qu'ils étaient morts d'inquiétude, que la situation devenait gravissime, et que certains paiements ne pouvaient plus attendre. Elle me parlait comme on s'adresse à un subalterne responsable d'une erreur technique, pas comme à une mère. Je lui ai proposé de s'asseoir, mais elle a refusé, préférant rester debout pour marquer sa domination. Elle m'a asséné que ce que j'avais fait était dangereux. Pas pour moi, bien sûr. Pour eux. Béatrice continuait de haranguer le silence de mon salon de Limoges. Elle m'expliquait, avec une assurance qui frisait l'indécence, qu'ils avaient échafaudé tout un équilibre financier autour de cette somme mensuelle, qu'ils avaient pris des engagements contractuels et qu'on ne changeait pas les règles d'un jeu en cours de route sans avertir les autres joueurs. Je les regardais longuement, avec une neutralité qui semblait l'irriter davantage que si j'avais crié. Puis, j'ai posé une question chirurgicale. Et quand cet équilibre a-t-il été discuté avec moi, Béatrice?
Elle a poussé un soupir théâtral, levant les yeux au plafond comme si elle faisait face à une enfant particulièrement têtue. Elle a affirmé que je revenais sans cesse aux mêmes détails insignifiants, que je m'accrochais à des broutilles juridiques alors que l'unique chose qui importait vraiment était la solidarité familiale. C'est alors qu'elle a lâché la phrase qui a tout figé, une de ces sentences destinées à briser les volontés les plus fermes. D'un ton venimeux, elle a murmuré que si je persistais dans cette voie, je risquais fort de me retrouver seule, totalement seule pour affronter mes vieux jours. Ce n'était pas une simple observation sociologique. C'était une menace pure et simple. Je ne me suis pas dérobée. Je l'ai fixé droit dans les yeux et j'ai répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Mais Béatrice, je suis déjà seule. La différence fondamentale, désormais, c'est que je choisis activement de l'être. Son visage s'est durci instantanément, perdant ses dernières traces de vernis social. Elle a alors invoqué Benoît, parlant de son épuisement nerveux, de sa colère qu'elle disait légitime. Elle affirmait qu'il ne reconnaissait plus sa propre mère, que je devenais une femme injuste, égoïste, et qu'à mon âge, s'engager dans ce genre de conflit n'était pas un comportement raisonnable. Je l'ai laissé vider son sac de reproches jusqu'au bout. Puis, j'ai fait remarquer qu'il était curieux que l'on s'inquiète soudainement de mon état mental et de mon âge uniquement depuis que l'argent avait cessé de remplir leur compte. Elle est restée pétrifiée une fraction de seconde, puis elle a repris le contrôle de ses émotions. Elle m'a rappelé cruellement que j'avais signé des documents, que légalement il possédait des droits acquis et que je ferais mieux de réfléchir à 2 fois avant d'aller trop loin dans cette confrontation. À cet instant, j'ai compris que la phase de négociation était définitivement close. Il passait à l'étape supérieure, la peur, la pression psychologique et l'intimidation déguisée. J'ai simplement déclaré que la discussion était terminée et que si Benoît souhaitait me parler, il devrait le faire calmement, sans injure, et selon mes propres conditions. Elle a levé les yeux au ciel, m'assurant que je compliquais tout. Avant de franchir le seuil de ma porte, elle s'est retournée une dernière fois pour me lancer, comme un oracle sinistre, que je finirais par regretter amèrement ma décision. La porte s'est refermée avec un bruit sec qui a résonné dans toute la maison. Dans le courant de l'après-midi, Benoît m'a envoyé un message. Un texte d'une longueur inhabituelle, saturé d'insinuations malveillantes. Il y parlait de dettes accumulées, de conséquences sociales irréversibles pour leur famille. Il prétendait que j'avais perdu le sens des réalités, que je me laissais influencer par des idées absurdes, qui ne me ressemblaient pas. Plus grave encore, il évoquait la possibilité que j'ai désormais besoin d'une assistance permanente pour gérer mes affaires courantes. Cette phrase m'a glacé le sang. Ce n'était plus une querelle d'argent, c'était une tentative de prise de contrôle total de ma vie par le biais de la médecine ou du droit des tutelles. J'ai relu ce message plusieurs fois, sentant mon expérience d'assistante juridique se réveiller en moi. J'ai imprimé chaque mot et je les ai rangés méticuleusement dans mon dossier en cuir bordeaux, aux côtés des autres preuves. Je n'ai pas répondu. Le soir venu, je me suis assise à ma table de cuisine, exactement là où Benoît m'avait fait signer ce maudit mandat 1 an plus tôt. J'ai observé le silence de ma maison intacte. Rien n'avait explosé. Les murs ne s'effondraient pas. Il tentait de me persuader de ma propre fragilité, de mon incapacité à décider par moi-même, espérant me voir rentrer dans le rang par crainte d'être déclaré sénile. Mais une certitude polaire s'était emparée de moi. S'ils en arrivaient à de telles extrémités, c'était parce qu'ils savaient, au fond d'eux, qu'ils avaient déjà perdu la partie financière. Ce qu'ils tenteraient ensuite ne ferait que révéler l'étendue de leur cynisme. Je n'ai pas réagi dans l'immédiat. C'était un choix stratégique, pas une hésitation. Après avoir analysé le message de Benoît, j'ai compris que la moindre réaction émotionnelle ou précipitée de ma part serait utilisée contre moi devant une commission ou un médecin. Chaque mot trop vif deviendrait une preuve de mon instabilité, chaque larme un argument pour me retirer ma crédibilité. J'ai donc fait exactement le contraire de ce qu'ils espéraient. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message unique, court, professionnel et sans affect. J'y annonçais que je refusais désormais tout échange concernant mes finances par voie téléphonique. Toute communication future devrait impérativement se faire par écrit. J'ajoutais que toute tentative de pression ou de remise en cause de mes facultés cognitives serait désormais considérée comme une agression inacceptable et traitée comme telle devant les autorités compétentes. Pas de justification, pas de sentiment. Je savais que cette froideur les déstabiliserait bien plus que n'importe quelle protestation.
La réplique n'a pas tardé. Béatrice a écrit en premier, un texte d'une douceur suspecte, saturé de phrases pseudo-raisonnables. Elle parlait de « dialogue nécessaire », de « compréhension mutuelle » et d'un immense « malentendu ». Elle affirmait ne vouloir que mon bien et se disait peinée de ne plus reconnaître la femme qu'elle prétendait aimer. Je n'ai pas répondu. Puis Benoît a enchaîné, sur un ton plus sec. Il affirmait que je créais une rupture inutile au sein de la famille, que je mettais tout leur équilibre en péril et qu'il ne comprenait pas pourquoi je m'acharnais ainsi contre eux. Je suis restée silencieuse. À la place, j'ai accompli une démarche que je n'avais encore jamais jugée utile dans ma vie de citoyenne modèle. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Non pas pour une pathologie physique, mais pour laisser une trace officielle de mon état mental. Je lui ai expliqué la situation avec la précision d'une assistante juridique. Les prélèvements occultes, la pression psychologique constante et les insinuations de mon fils sur ma prétendue incapacité. Il m'a écouté avec une attention soutenue, m'a posé des questions ciblées sur mon quotidien, ma gestion, mes souvenirs. À la fin de la séance, il m'a regardé avec respect et m'a confirmé que je semblais parfaitement lucide, cohérente et maîtresse de mes décisions. Il a consigné ses observations dans mon dossier médical informatisé. En quittant son cabinet, j'ai senti un soulagement immense. Je venais de poser la première pierre d'un bastion inexpugnable. L'après-midi, j'ai sollicité une nouvelle fois Maître Dumont. Je lui ai décrit l'évolution de la situation et l'escalade de la pression familiale. Il n'a manifesté aucune surprise. Il m'a conseillé de continuer à tout archiver, messages, dates d'appel, contenu des échanges. Il m'a rappelé, avec la sagesse de l'expérience, que prévenir mes proches de mes décisions financières n'était une obligation ni morale, ni légale. Puis il a ajouté une phrase qui a agi comme une révélation. Eliane, quand un héritier commence à parler de l'incapacité de son parent, ce n'est jamais une inquiétude médicale. C'est une stratégie de capture d'actifs. Ces mots ont résonné en moi tout le trajet du retour. Le soir même, Benoît a tenté de me joindre à 3 reprises. J'ai laissé sonner. Il a fini par laisser un message vocal. Sa voix était plus basse, empreinte d'une lassitude simulée. Il disait ne plus reconnaître la mère qu'il avait élevée. Il affirmait avoir l'impression que je cherchais à lui nuire personnellement, et qu'il trouvait cela d'une profonde injustice. J'ai écouté l'enregistrement jusqu'au bout, puis je l'ai sauvegardé. Je ne cherchais pas à le combattre. Je luttais simplement pour mon existence propre. Cette nuit-là, le sommeil a été difficile, non par crainte, mais par excès de lucidité. Quand on commence à percevoir la véritable mécanique des êtres que l'on pensait aimer, il n'y a plus aucun retour possible en arrière. Le lendemain matin, j'ai rédigé un ultime message à leur attention. J'y précisais que je ne recherchais aucun conflit, que mes décisions étaient mûrement réfléchies et définitives. Je me disais ouverte à un échange respectueux, mais exclusivement dans un cadre formel et sans aucune pression psychologique. Je concluais en affirmant que toute nouvelle tentative de me faire passer pour incapable mettrait un terme définitif et sans appel à toute discussion future. J'ai relu ce texte 3 fois avant de presser la touche d'envoi. Il n'y avait aucune colère, seulement des limites d'acier. Après l'envoi, j'ai posé mon téléphone et je me suis installée près de la fenêtre. Dehors, la vie à Limoges continuait son cours indifférent. Le monde n'avait pas changé de face, mais moi, si. Il ne contrôlait plus mes finances, il ne contrôlait plus mes mouvements et, désormais, il ne contrôlait plus le récit de ma vie. Je savais que la prochaine étape serait décisive. Quand les manipulateurs perdent le pouvoir des mots, ils passent souvent à des mesures plus radicales. J'étais prête. Le basculement stratégique a eu lieu le 4e jour. Je l'ai pressenti avant même de décrocher, en voyant un numéro fixe s'afficher sur mon écran. Un numéro officiel, administratif, le genre de numéro qui n'augure jamais rien de bon. C'était une assistante sociale, Mademoiselle Girard. Sa voix était polie, distante, parfaitement calibrée pour ne pas paraître menaçante. Elle affirmait m'appeler suite à un signalement préoccupant concernant ma situation personnelle et mon isolement. Elle choisissait ses mots avec une prudence chirurgicale. Elle souhaitait s'assurer que tout allait bien pour moi, que je parvenais à gérer mes affaires et que je me sentais suffisamment entourée. Je n'ai manifesté aucune surprise. Au fond de moi, j'attendais ce coup. Je lui ai répondu avec un calme parfait que tout allait pour le mieux,
que je gérais mon quotidien seul et que j'étais pleinement consciente de chacune de mes décisions. Elle prenait des notes, je l'entendais au bruit du clavier. Puis elle a précisé qu'un proche s'inquiétait d'un changement brutal de comportement et de prise de décision, inhabituel. Inhabituals. Ce mot a fait durcir ma détermination. Ce n'était plus de la sollicitude, c'était une dénonciation calomnieuse. Je ne me suis pas démontée. J'ai fait ce qu'ils n'avaient absolument pas prévu dans leur plan. J'ai invité mademoiselle Girard à venir me rencontrer chez moi, quand elle le souhaiterait. J'ai précisé que je serais ravie de lui présenter tous mes documents, mes relevés bancaires, mes échanges écrits et de lui expliquer la chronologie de mes décisions. Il y a eu un flottement à l'autre bout du fil. Ma réaction ne collait pas au profil d'une personne confuse. Elle a accepté et le rendez-vous a été fixé 2 jours plus tard. Lorsque j'ai raccroché, je suis restée un moment immobile. Voilà donc jusqu'où Benoît était prêt à aller. Non plus seulement m'extorquer de l'argent, mais me priver de mon statut d'adulte, me déposséder de ma légitimité sociale. Benoît a rappelé 1 heure après, sa voix suintant une inquiétude de commande. Il m'a demandé si j'avais été contactée par les services compétents. J'ai répondu par l'affirmative. Il a poussé un soupir de soulagement fin, affirmant qu'il ne faisait cela que pour mon bien, qu'il craignait que je ne prenne de mauvaises décisions sous l'influence de tierces personnes. Je lui ai demandé de qui il parlait exactement. Il a éludé la question, préférant s'étendre sur ma prétendue rigidité et mon isolement social. Il affirmait qu'il ne me reconnaissait plus et qu'il agissait par pure sincérité filiale. Je l'ai laissé terminer son monologue. Puis, d'une voix de glace, je lui ai signifié que je savais exactement quelle manœuvre il orchestrait et que, désormais, chaque mot qu'il prononçait était consigné et prêt à être produit devant la justice. Il s'est emporté, m'accusant de paranoïa aiguë, avant de raccrocher brusquement. Le lendemain, Béatrice m'a envoyé un nouveau message. Le 4e jour, la stratégie de mes adversaires a brusquement dévié. Le ton de Béatrice, autrefois tranchant et menaçant, était devenu presque mielleux, d'une douceur suspecte qui ne parvenait pas à masquer son désespoir. Elle m'envoyait des messages évoquant leur volonté de discuter sereinement, de faire des concessions mutuelles, et de trouver un terrain d'entente qui préserverait l'unité familiale. Elle parlait d'arrangement, de compromis, de nouveaux départs. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Pour une assistante juridique expérimentée comme moi, un tel revirement n'était pas un signe de remords, mais l'aveu d'une défaite tactique. Ils sentaient que le sol se dérobait sous leurs pieds. J'ai consacré ma journée entière à préparer le rendez-vous crucial avec les services sociaux. J'ai classé chaque document avec une rigueur maniaque, les relevés bancaires du Crédit Agricole, les impressions de chaque message agressif, le log de tous les appels ignorés. J'ai surtout placé en évidence le compte-rendu médical de mon médecin de Limoges, ce document précieux qui attestait de ma pleine possession de mes moyens cognitifs. Tout était clair, propre, inattaquable. Mon dossier en cuir bordeaux n'était plus seulement un recueil de papier, c'était mon armure. Le jour du rendez-vous, mademoiselle Girard est arrivée à l'heure précise. C'était une jeune femme au regard sérieux, attentive, dont la neutralité professionnelle me rappelait mes propres années de travail à l'étude. Je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine, cette même table qui avait été le théâtre de tant de trahisons. Je lui ai tout exposé. Sans éclat de voix, sans larmes superflues, sans accusations venimeuses. J'ai simplement présenté des faits, des chiffres et des phrases écrites noir sur blanc. Je lui ai expliqué comment mon fils avait profité d'un moment de faiblesse pour me faire signer un mandat dont je n'avais pas saisi la portée réelle. Je lui ai montré les preuves de leur refus catégorique de cesser les prélèvements lorsque je les avais confrontés. J'ai étalé devant elle la chronologie de la pression psychologique qui s'était accentuée dès que j'avais sécurisé ma pension sur un nouveau compte. Mademoiselle Girard écoutait longuement, prenant des notes précises, posant des questions de plus en plus rares à mesure que le dossier parlait de lui-même. À la fin de l'entretien, elle a fermé son classeur avec un claquement sec. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a affirmé que rien, absolument rien dans mon comportement ou dans ma gestion, ne laissait supposer une quelconque incapacité. Madame Roche, le signalement qui nous a été transmis est totalement infondé. Je vais classer cette affaire sans aucune suite, a-t-elle déclaré. Avant de se lever, elle a marqué une hésitation, une seconde de sincérité qui sortait de son cadre professionnel. Vous savez, a-t-elle ajouté doucement,
Ce genre de démarche, lorsqu'elle émane de vos propres enfants, laisse toujours des traces indélébiles. Je suis sincèrement désolée que vous ayez eu à traverser cela. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai pris une immense inspiration. L'air de ma maison semblait enfin purifié. Ils avaient tenté leur coup le plus violent, le plus dangereux, celui de me priver de ma liberté d'adulte, et ils avaient échoué lamentablement devant la force de l'ordre et de la vérité. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de Benoît. Il disait simplement qu'il espérait que je ne leur en voudrais pas, prétendant que tout ce qu'ils avaient orchestré était dicté par l'amour et l'inquiétude. Je n'ai pas répondu. L'amour n'utilise pas les services sociaux comme une arme de coercition. Nous venions de franchir un point de non-retour définitif. Après le passage de mademoiselle Girard, quelque chose s'est brisé irrémédiablement entre nous. Ce n'était pas un effondrement bruyant, mais un détachement net, chirurgical. Un silence de marbre s'est installé. Durant les jours qui ont suivi, le pilonnage téléphonique a cessé. Plus de messages mielleux, plus d'intimidation déguisée. Benoît et Béatrice s'étaient évaporés de mon quotidien, comme s'ils n'y avaient jamais eu leur place. On aurait pu croire que ce vide m'aurait pesé, m'aurait fait souffrir. Ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti un soulagement immense, une libération physique. J'ai compris alors que toute leur stratégie reposait sur une certitude arrogante. Ils pensaient que je finirais par céder par simple usure, par peur de la solitude ou par cet attachement viscéral qu'une mère porte à son enfant. Une fois cette certitude pulvérisée par ma fermeté, ils se sont retrouvés désarmés, incapables de concevoir un autre mode de relation. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre officielle, mais ce n'était ni un mot d'excuse, ni une demande de pardon. C'était un courrier à en-tête d'un cabinet d'avocats de la région. Le ton était froid, impersonnel, d'une technicité juridique qui cherchait à m'intimider. On y parlait de clarifier une situation financière complexe, de relations devenues conflictuelles, et de désaccords familiaux regrettables. Ils me proposaient une rencontre de conciliation, en présence de leurs conseils afin de rétablir un équilibre raisonnable. En lisant ces lignes, je n'ai ressenti aucune panique. Juste une lassitude profonde devant leur obstination à travestir la réalité. Transformer une spoliation en malentendu et une trahison en simple désaccord technique était leur ultime tentative de manipulation. J'ai immédiatement sollicité Maître Dumont. Mon notaire a parcouru la lettre avec un sourire méprisant. Il n'a pas eu besoin d'une longue analyse pour confirmer ce que je savais déjà. Ce courrier était une tentative désespérée de reprendre le contrôle sous couvert de dialogue. Il m'a conseillé de répondre avec la plus grande fermeté. Nous avons rédigé une lettre brève, d'une précision juridique implacable. J'y confirmais que mes décisions financières étaient souveraines, que je ne reconnaissais aucune dette morale ou matérielle à leur égard, et que toute future tentative de harcèlement ou de remise en cause de ma santé mentale serait traitée par les voies pénales appropriées. Je déclinais formellement toute rencontre informelle. Rendre à César ce qui est à César, ai-je pensé en signant le document. Ma pension était à moi, mon honneur l'était tout autant. Lorsque cette lettre est partie, j'ai ressenti une sensation étrange de fermeture. C'était comme refermer la porte d'un coffre-fort dont on est le seul à posséder la combinaison. Quelques jours plus tard, Benoît est revenu. Pas par message, mais en personne. Je l'ai vu depuis ma fenêtre, immobile devant mon portail, l'air vieilli, les épaules voûtées sous un poids que je ne voulais plus porter pour lui. Lorsqu'il a enfin sonné et que je lui ai ouvert, il n'a pas tenté de sourire. Il est entré dans mon entrée avec une hésitation qui ne lui ressemblait pas. Nous nous sommes assis face à face dans la cuisine. Je ne lui ai pas servi de café. Je n'ai pas cherché à combler le silence par des banalités. Il a parlé longtemps, évoquant le stress de sa carrière, ses erreurs de jugement, la manière dont l'argent était devenu, presque malgré lui, le centre de ses préoccupations. Il affirmait qu'il s'était senti attaqué lorsque j'avais changé de compte, que la panique les avait poussés à des extrémités qu'il regrettait désormais. Je l'ai écouté sans l'interrompre, le regard fixe. Puis, je lui ai posé une seule question. Pourquoi, Benoît, lorsque je vous ai demandé d'arrêter de me voler, avez-vous refusé de m'écouter? Il est resté muet, incapable de trouver une justification qui tienne face à la réalité des faits. Il a fini par avouer que, dans leur esprit, ma pension était déjà intégrée à leur train de vie, qu'elle leur semblait due. Revenir en arrière leur paraissait injuste.
par rapport à leur propre confort. Ce mot est revenu plusieurs fois dans sa bouche. Normal. Pour eux, mon sacrifice était normal. Je lui ai alors expliqué, avec un calme olympien, ce que ce traitement m'avait infligé. Le sentiment d'être effacé, minimisé, menacé, puis soupçonné de folie dès que j'avais osé reprendre mon autonomie. Il m'a regardé longuement, dépouillé de son arrogance habituelle. Il disait regretter certaines choses, mais je voyais bien qu'il regrettait surtout d'avoir échoué. Je lui ai signifié que je n'attendais plus d'excuses, que le temps des réparations était révolu. Ce que je voulais désormais, c'était la paix, et cette paix exigeait une distance infranchissable. Quand il est enfin parti, je n'ai pas pleuré. J'ai fermé la porte doucement, verrouillant le loquet avec un sentiment de soulagement définitif. Je savais que je venais de gagner quelque chose de bien plus précieux que quelques milliers d'euros. J'avais récupéré ma vie. Le temps a fini par remettre chaque chose à sa juste place. Les semaines suivantes à Limoges ont été d'une sérénité nouvelle. Le silence n'était plus une punition infligée par mes enfants, mais un choix protecteur que j'assumais pleinement. Ma pension arrivait chaque mois sur mon nouveau compte au Crédit Agricole, intact. Je consultais mon solde de temps en temps, juste pour le plaisir de voir que l'ordre régnait. Je payais mes factures, je faisais mes courses, je planifiais mon avenir sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. J'ai réorganisé mon intérieur lentement. J'ai déplacé les meubles, donné certains objets qui encombraient ma mémoire. J'ai surtout bougé la table de la cuisine, celle autour de laquelle les complots s'étaient tramés. Elle n'était plus le symbole d'un conflit, elle redevenait un simple meuble en bois. Parfois, je pensais à Benoît, sans haine, avec une lucidité tranquille. J'avais élevé un homme qui avait perdu le sens des limites, mais je n'étais plus responsable de ses errements. La dignité ne se négocie pas, elle se défend. J'avais appris, certes tardivement, que la douceur n'est pas une faiblesse, mais que l'amour n'excuse jamais l'abus. Se taire coûte toujours plus cher que de parler avec fermeté. Un matin, alors que le soleil inondait mon salon, j'ai compris l'essentiel. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement cessé de me laisser effacer. La paix que j'avais instaurée reposait sur des frontières claires et une vérité regardée en face. Vieillir ne signifie pas disparaître, ni renoncer à son autonomie. Cela signifie au contraire avoir enfin la liberté de choisir son destin sans solliciter de permission. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'ordre. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé une situation familière ou si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes à reprendre les rênes de leur vie, n'hésitez pas à la partager massivement. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits où la force de caractère triomphe de la manipulation, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire. Parfois, une simple histoire suffit à nous rappeler que nous avons tous, quel que soit notre âge, le droit absolu de dire non.